Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Respect. Le but de ce podcast, vous présenter 2 fois par mois une personne dont l'action a une influence positive sur la société, peu importe son champ d'action, qu'elle soit issue de l'entrepreneuriat, de l'associatif, du sport, du culturel ou encore du public. Ce qui compte, c'est qu'elle ait décidé de se bouger. Leur point commun, énergie positive, courage, détermination et sens du fair play. Je suis Ruben Pierrart et je vous souhaite une excellente écoute de Respect. Et nous avons voulu te recevoir, Véronica, parce que, à notre sens, tu as créé quelque chose que nous considérons comme une action positive, qui est ta web TV, qui s'appelle Véro TV, et tu la qualifies comme la web TV qui fait du bien. Moi, j'ai parcouru pas mal d'épisodes, notamment avec quelqu'un que je connais, qui est Eric Nenin, que j'ai connu au début de ma carrière, dans une formation que je suivais à la création d'entreprise. Et effectivement, l'épisode était vraiment très inspirant. J'en ai regardé un tas d'autres. Je suppose qu'on aura l'occasion d'échanger dessus. Donc bref, cette Web TV, c'est vraiment un super programme. Mais avant d'aller un peu plus loin sur le sujet de la Web TV, je vais te demander de te présenter. Alors, merci déjà pour l'invitation. Je suis contente que tu cites notre ami Eric Nenin, auteur du Posilandais. Allez voir ça vaut le détour. Et alors, me présenter, écoute, je vais te parler de moi en tant que femme, peut-être d'abord, parce qu'on a tendance à se définir par ce qu'on fait, mais ce qu'on fait, finalement, ne nous définit pas totalement, définit peut-être une partie de notre vie, de nos objectifs. Moi, j'ai 42 ans, j'ai 2 enfants qui sont déjà grands aujourd'hui. Et alors, je suis une optimiste pragmatique. C'est-à-dire que comme je suis journaliste de formation, j'ai été drillée à aller chercher des informations, vérifier les faits, me tenir aux faits. Et c'est important de partir d'une réalité, mais j'aime bien me tourner aussi vers des perspectives, vers des solutions. Quand il y en a, et généralement quand on en cherche, on en trouve. Voilà, je suis quelqu'un aussi d'extrêmement disponible. C'est pas une qualité, en fait, c'est un objectif que je me suis fixé. Rester disponible pour les gens qui m'aiment, pour les gens que j'aime, et puis aussi, surtout, pour les gens que je connais pas encore. Voilà, comme toi aujourd'hui. Parce que on se rencontre aujourd'hui. On apprend énormément des rencontres, en fait. Ça nous élève. Et ça nous permet de nous remettre en question. Et puis moi j'aime les gens, voilà, ça c'est ce que je suis. Je suis donc journaliste productrice, comme tu disais, de Véro TV. Et puis je fais d'autres choses aussi. Je donne des formations en communication, parce que j'ai fait également un master en communication. J'anime des événements, je modère des débats. Voilà, je suis multicasquette un peu, j'ai envie de dire, à l'image des entrepreneurs en 2021. Mais finalement, est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots cet itinéraire? Alors, je suis originaire des îles du Cap-Vert au départ. J'aime bien dire qu'au Cap-Vert, j'ai vraiment mon âme qui épouse mon corps. Je sens qu'il y a une connexion qui se fait. Voilà, moi, mes parents m'ont transmis ces origines. J'ai la chance de parler capverdien, donc je connais bien cette culture-là aussi. Et je suis née au Grand-Duché du Luxembourg, où j'ai fait mes études fondamentales uniquement. Je me suis sentie un peu à l'étroit dans ce pays. J'avais envie de rencontres, soif de culture. Et donc, très vite, j'ai demandé à mes parents de me mettre ailleurs. Ou alors, j'arrêtais de l'école. En fait. Oula, c'était un sacré ultimatum. Oui, je leur ai posé un ultimatum. Je vais pas rentrer dans les détails ici. Mais le contexte luxembourgeois, ici, on parle quand même des années 80. On était les premiers capverdiens dans un petit village du nord de Luxembourg. C'était pas tous les jours facile. Alors, je vais pas rentrer dans le discours antiraciste, etc. Mais honnêtement, voilà, on a vécu des choses assez difficiles. Et donc, moi, j'ai voulu quitter ce pays pour trouver un épanouissement professionnel, mais pas que, personnel aussi. Je me retrouvais pas, j'étais pas en adéquation avec les valeurs, avec la culture de ce pays. Entre-temps, ça a bien évolué, heureusement. Et donc, j'ai été étudier au Luxembourg en Belgique, dans le pays limitrophe. D'abord, mes humanités à Arlon, à Abbé-la-Neuve, en fait. D'abord dans la frontière, et puis après à Arlon. Et puis, mes études universitaires, je suis venue les faire à Bruxelles, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'université au Luxembourg, et donc on était obligé d'aller dans un pays limitrophe. Souvent, c'est l'Allemagne, la Belgique, la France, la Hollande. Moi, j'ai choisi Bruxelles pour le côté culturel. Et donc, je me suis retrouvée à l'ULB pour étudier le journalisme. D'accord. Et donc, pour le côté culturel, Bruxelles,
En quelques mots, tu peux nous en dire un peu plus sur D'abord pour la langue, j'avais envie d'étudier en français. Je trouve que le français est une des plus belles langues du monde. Alors que c'est une lusophone qui vous le dit, souvent on parle du portugais, mais moi j'avais envie d'étudier en français. Et comme je suis une amoureuse des mots, de la littérature, le français m'attirait énormément. J'ai la chance de parler cette langue aujourd'hui, non pas parce que j'ai énormément de mérite, mais parce que déjà le contexte dans lequel je suis née a invité ça. Quand on est dans un pays comme le Luxembourg, on n'écrivait pas le luxembourgeois à ce moment-là, donc déjà on parle en luxembourgeois, on écrit en allemand, et puis on échange évidemment en portugais à la maison, en capverdien, cela s'ajoute l'anglais, etc. Donc il y avait déjà l'aspect langue, revenir au français et pouvoir étudier en français, c'était la première chose. Puis pour le côté culturel, le côté cosmopolite comme tu dis, et puis moi j'avais 19 ans, j'avais envie d'aller voir une pièce de théâtre chaque semaine, j'avais envie d'aller dans des musées, j'avais envie de rencontrer des gens d'autres horizons, capitale européenne, des gens qui viennent d'un peu partout. Voilà, c'est ça qui m'a attirée, dans Bruxelles. Et puis plus spécifiquement pour mon métier aussi, parce que au Luxembourg, il y a quelques médias qui ont un peu le monopole. Ici, il y en a un peu plus, un peu moins que la France, mais un peu plus. Et moi, j'avais envie d'expérimenter ce qu'était le métier au quotidien dans un pays comme celui-ci. Après, il y avait aussi le côté néerlandophone, évidemment, qui, moi, m'a attirée. Voilà, pour avoir les deux. Mais voilà, mais quand on choisit, je pense, les métiers de la communication et et le journaliste en particulier, c'est déjà un signe d'ouverture. Donc, si je ne me trompe pas, tu as commencé ta carrière comme journaliste. Qu'est-ce qui t'a poussé vers ce métier de journaliste et comment ça a démarré? Alors, ça a été plus compliqué que ça, Ruben. En fait, moi, venant du Luxembourg, par facilité, au départ, j'allais faire langue et littérature. Voilà, je suis venue à l'ULB pour faire ça. Je me suis dit, je vais faire les langues, ça va être facile. Et quand je suis arrivée, je me trompais, parce que c'est tout sauf facile, hein. Et quand je suis arrivée à l'ULB, j'ai vu cette pancarte journalisme, je me souviendrai toujours, qui me montrait vers la gauche. Et à ce moment-là, je me suis avouée que c'était un métier dont j'avais toujours secrètement rêvé. Et je pense que l'ami qui m'avait accompagnée, avec qui j'étais venue faire les études à Bruxelles, m'en veut toujours aujourd'hui, parce que je l'ai lâché à la dernière minute et j'ai été vers le journalisme. Et moi, je rêvais en fait d'être présentatrice. Je voulais présenter le journal, voilà. J'aimais le côté journaliste d'investigation, mais je suis une amoureuse des images. J'aime les plateaux télé. C'est quelque chose qui m'a toujours attirée. Et donc c'est ça que j'avais envie de faire à ce moment-là. Et puis on se rend compte que le métier est un petit peu plus complexe que ça, et on l'apprend. Mais à l'ULB, on avait des aspects beaucoup plus théoriques. Et moi, j'avais envie d'être en contact. J'avais envie d'être sur le terrain et de me rendre compte de ce que ça allait être au quotidien. D'où mon master en communication après, pour pouvoir faire des stages pratico-pratiques. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, j'ai peut-être perdu le fil entre-temps. On voit souvent des gens qui réussissent dans ce qu'ils entreprennent, que ce soit dans le domaine de l'entreprise ou bien dans le domaine du sport ou autre, parce qu'ils ne savent pas que c'est difficile. Quand on sait que c'est difficile, souvent, on se lance pas, on n'y va pas, on appréhende. Et donc j'aime beaucoup ce que tu dis, parce que quelque part, c'est déjà un mot d'encouragement de pas trop chercher à tout savoir avant d'y aller. Là, on va sortir ce dimanche nos 3 premiers épisodes avec Xavier. On en a quelques autres en réserve déjà. On essaye d'un peu de prendre de l'avance parce qu'on voit que manager les plannings de chacun, c'est pas nécessairement simple. Mais heureusement qu'on savait pas tout ce que ça demandait d'enregistrer des podcasts. Sinon, peut-être qu'on l'aurait pas fait. Et là, on est très content parce que, en fait, à chaque épisode, et celui-ci en fait partie intégrante, mais on fait des rencontres merveilleuses. Oui, c'est ça. Voilà, c'est génial. Les études, en fait, faire des études, pour moi, ça a été un apprentissage au niveau de la méthodologie pour continuer pour apprendre, en fait, avoir un rythme de travail. Mais en fait, la personne qui croit qu'une fois qu'elle a son diplôme, l'apprentissage est fini, elle est perdue, j'ai envie de dire, parce que ça continue tout le temps, on continue à apprendre. Donc moi, ça m'a ouvert l'esprit, encore plus aujourd'hui. Ça m'a ouvert l'esprit, mais je suis une éternelle étudiante. Oui. Et j'entends le rester. Voilà, on partage ça. Et donc, effectivement, après donc tes études de journalisme et le master en communication, qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, je n'ai pas tout de suite eu la chance de travailler en tant que journaliste salarié au sein d'une rédaction. Et donc, j'ai jonglé comme ça entre la communication, qui était aussi un métier que j'aime beaucoup, qui est complémentaire avec le journalisme. Après, ça dépend de quel point de vue on se situe, parce que au niveau de la définition du journalisme, on dirait que voilà, le journaliste est là pour répondre à un service public, il n'est pas là pour faire de la promotion, et donc ce n'est pas de la communication. Mais voilà, moi j'ai toujours jonglé entre les deux métiers qui, pour moi, en tout cas dans mon parcours, ont été complémentaires. Et donc, je travaillais en tant que salariée dans la communication et je faisais du bénévolat en tant que journaliste. À ce moment-là, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est comme ça que j'ai notamment été rédactrice en chef d'un magazine musical qui s'appelait 3R Magazine. J'ai présenté le journal de l'Afrique sur BX1, la chaîne bruxelloise, pendant 2 ans. Voilà, j'animais beaucoup d'événements, je modérais des débats. Et à côté de ça, je travaillais dans la communication automobile dans un premier temps. Donc ça, c'était pas du tout mon truc. Je l'ai très vite compris. Et puis, je me suis retrouvée dans la coopération en développement. Je travaillais comme ça. Tu as eu un passage au CNCD, c'est ça? C'est ça, au CNCD 11-11. J'y ai travaillé pendant presque 9 ans. Ça a été une des plus belles aventures de ma vie. Je dois avouer que malgré mes origines, je suis pas une militante née. Et donc, je trouvais que c'était contagieux d'être en contact comme ça avec des personnes qui avaient une vraie expertise nord-sud. Et oui, ça a été une magnifique rencontre. Donc j'y étais d'abord attachée de presse, et puis j'ai géré une équipe. J'étais coordinatrice de la communication. Et puis là, il y a eu un tournant, et j'espère qu'on va en parler. Je suppose qu'on va en parler. Oui, absolument. Est-ce que tu pourrais nous, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est le CNCD 11-11-11, je pense que c'est une association qui mérite d'être aussi mise en avant, et c'est un des buts de l'émission aussi. Évidemment, avec grand plaisir. Moi, je fais partie de la famille 11-11-11. Je reste très liée à cette équipe et à ce réseau. Donc, le CNCD 11-11-11, c'est le Centre national de coopération 11-11-11, de coopération développement. Donc, pourquoi 11-11-11? Parce que ça fait référence à l'armistice, le 11 novembre, non pas 1911, mais 1945. En fait, le CNCD a 3 missions. D'abord, une mission de plaidoyer politique, une mission de sensibilisation par rapport aux questions Nord-Sud et une mission de récolte de fonds. Et c'est comme ça qu'en Belgique, on connaît l'opération 11-11 qui a lieu chaque année au mois de novembre. On va récolter des fonds pour les pays du Sud, l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique, etc. Et d'ailleurs, pour le moment, normalement, ça se termine en novembre, mais ça a été prolongé à cause du coronavirus. Donc, les éditeurs peuvent encore aller acheter les produits en son sens pour soutenir les pays qui, en temps de coronavirus, nous subissons déjà énormément. Notre vie est complètement bousculée. Mais on s'imagine bien que dans le Sud, c'est encore plus compliqué avec le peu de ressources qu'ils ont dans certains pays. Bien entendu. Et là, c'est encore plus important de mettre en avant les solidarités possibles, parce que certes, nous sommes très, très lourdement atteints, et je pèse mes mots quand je le dis, mais d'autres souffrent encore plus, et il ne faut pas l'oublier. Il faut parfois pouvoir mesurer sa chance et voir plus loin, c'est à mon sens capital. Mais donc, on fait un petit retour en arrière, voilà. Parenthèse 11-11-11 pour la description. Donc, 9 ans de travail, j'entends, passionné et impliqué, et on le voit, enfin moi je le vois, nos auditeurs à mon avis l'entendront dans ta voix, de grande passion, et puis il se passe quelque chose dans ta vie, et là il y a un changement. Oui, un changement, pas une rupture par rapport à ce que je faisais fondamentalement, parce que j'aimais mon travail, mais je tombe malade. En fait, je tombe malade, donc c'est une maladie physique qui s'invite dans mon corps. Et aujourd'hui, on sait que le physique et le psychique sont évidemment intimement liés. Absolument, oui. On a tendance d'ailleurs plus facilement à parler de burn-out. Je pense que j'ai fait un burn-out à ce moment-là, mais je ne le savais pas, c'était pas conscient, et ça s'est traduit physiquement. Et donc, je me suis retrouvée du jour au lendemain face à moi-même, chez moi, alors que je suis ce qu'on appelle une workaholic. Je suis cadette de 7 enfants, donc moi, j'ai évolué dans le bruit, mais aussi dans le bon sens du terme. Et j'ai toujours eu beaucoup d'actions autour de moi.
Et j'ai entretenu ça. Encore aujourd'hui, j'entretiens ça. Je veux que ça bouge. J'aime faire bouger les lignes et j'aime être en action, en mouvement tout le temps. Et là, tu te retrouves face à toi-même du jour au lendemain et tu dois te réconcilier avec le silence. Donc ça a été une épreuve assez compliquée. Mais aujourd'hui, je le vois pas comme un moment de faiblesse, mais un moment de force en fait. Parce que j'ai eu une véritable prise de conscience. J'ai eu envie de me connecter à celle que j'étais à ce moment-là et de trouver ce que j'appelais à ce moment-là ma mission de vie. Aujourd'hui, je sais qu'on en a, enfin, je pense qu'on en a plusieurs. Je pense pas qu'on ait une seule mission de vie. J'ai été puisée dans ce que j'aimais, à savoir les gens. Voilà, qu'est-ce que j'aime ? J'aime les gens. Qu'est-ce que je sais faire ? Je suis dans la communication, mais j'ai toujours aimé l'audiovisuel. J'aime les images, j'aime le son. Et j'ai eu envie d'aller tendre le micro à des personnes qui avaient traversé quelque chose de difficile. J'étais en plein processus, moi-même. J'avais pas trouvé réponse à mes questions. Je me suis dit, je vais créer un média qui donne la parole à des résilients qui peuvent raconter leur histoire avec objectivité et avec recul pour aider les autres. Voilà, la résilience, c'est un terme qui nous vient du neuropsychiatre Boris Cyrulnik. Et au départ, au niveau de la physique, c'est la résistance à un choc. Et au niveau psychologique, c'est plus compliqué que ça, parce que je pense qu'on ne résiste pas. Au contraire, certaines personnes subissent, ils touchent même le fond. Et ce qui est incroyable, c'est la façon dont ils arrivent à transformer l'épreuve en opportunité. Et moi, j'avais envie de me rapprocher de ces gens-là parce que j'en avais besoin. Je trouve qu'on est dans une espèce d'éveil de conscience, tu vois. Et il y a une lumière, comme une auréole au-dessus de ces personnes. Et j'avais envie de profiter de cette lumière. Voilà, on me dit souvent, tu fais du journalisme social. Je dis non, je fais du journalisme très égoïste au fait, parce que on me dit mais comment tu trouves les personnes incroyables et très inspirantes que tu interviews ? Mais c'est au gré de mes rencontres. Quand quelqu'un me fait plaisir, je me dis qu'il va peut-être faire du bien à quelqu'un d'autre. La première fois, je te donne une anecdote très personnelle. La première fois qu'on s'est réunis avec Xavier pour parler du podcast qu'on enregistre aujourd'hui, on s'est dit oui, ok, on veut faire ça, mais qui ? Et on avait beaucoup de mal à trouver. Ah, il y en a partout. Non, mais voilà, quand on commence, je vais dire, juste à se réveiller, quand on est pris par le quotidien, qu'on a 10 000 choses à faire, moi je suis jeune père de famille, j'ai 2 petits-enfants, on est envahi, totalement débordé partout. Et puis on a ce projet-là qui vient en plus. Et on se dit, ok, mais qui est-ce qu'on va inviter ? Et puis on commence à trouver une personne. 2, 3, 4. Au fur et à mesure des premiers entretiens qu'on a, on voit que ça rebondit vers d'autres. Et en fait, la liste s'allonge très vite et de manière incroyablement plus simple que ce qu'on imaginait au départ. C'est ça. Et donc voilà, ça, je te rejoins parfaitement sur ce que tu dis. Parce que on se rend compte qu'il y a des gens qui font des actions formidables tout autour de nous. Et moi, j'aime bien dire qu'on a tous de l'or en nous. Tu vois, ce podcast avec ce magnifique nom qui est Respect, je trouve que d'une certaine façon, on mérite tous le respect parce qu'on fait tous, on se surpasse, on fait tous quelque chose qui peut avoir un impact positif, ne serait-ce que autour de nous. Et c'est déjà bien. Et donc, effectivement, quand tu te penches sur ces personnes-là, tu te rends compte qu'il y en a partout. Et moi, ce que je trouve incroyable, c'est que quand je suis sur un trottoir et que je marche, je me demande toujours, quand je vois que je croise une personne, je me demande quelle est la richesse de cette personne que je ne connais pas. Et j'aime prendre le temps d'aller découvrir qui sont les personnes derrière l'image qu'ils véhiculent, derrière leur position. Moi, j'ai eu envie de m'intéresser vraiment au bien-être fondamental. Et c'est comme ça qu'on a commencé avec l'émission phare qui s'appelle « Et à part ça, ça va ?» Voilà. Puisqu'on y est, est-ce que tu peux nous parler de cette émission phare de Véro TV ? À part ça, ça va. Voilà, je te laisse nous expliquer. C'est le moment du pitch. C'était l'émission de départ qui était partie d'une question en fait que j'ai toujours posée. Mes frères et sœurs me le disent encore aujourd'hui, mais en fait, t'as toujours posé cette question. Depuis que t'es haute comme 3 pommes, t'as vu depuis, j'ai pas gagné en pommes, je suis toujours aussi petite. Les racines étaient déjà là depuis longtemps. Oui, je suis toujours aussi petite, mais j'ai toujours posé cette question parce que je trouve que trop vite peut-être dans la société, on pose cette magnifique question de est-ce que ça va ? Mais on n'attend pas.
On n'attend pas la réponse. C'est pas qu'on s'intéresse pas à la réponse, c'est juste qu'on est trop pressé. Et donc, on passe très vite à autre chose. Et donc, oui, moi, j'ai eu envie de m'intéresser au bien-être fondamental, comme je te dis, et en posant cette question, les gens commençaient par me dire comment ils allaient à l'instant T, et puis d'où ils venaient aussi. Et c'est ça, c'est le cheminement en soi qui m'intéressait. Et je disais à ce moment-là, je le dis encore beaucoup, moi, je viole personne. J'ai pas envie de m'attarder forcément sur l'épreuve. Moi, je ne vais pas souligner ce que la personne a traversé. Finalement, la personne me donne ce qu'elle a envie de partager. Et à partir de là, on construit. Et nous, ce qui nous intéressait pour l'émission, c'était vraiment qu'est-ce que tu peux partager pour aider les autres. Je trouve qu'il y a 2 magnifiques verbes. C'est d'abord aimer. C'est un très beau verbe. Et puis, il y a aider aussi. Et ces 2 verbes que j'essaye de garder en tête, qui ont du sens, c'est que aimer, s'aimer soi-même pour mieux aimer les autres, et s'aider soi-même pour mieux aider les autres. Et moi, j'ai eu envie de me mettre au service de la collectivité, et c'est la manière que j'ai trouvée pour le faire. Et à part ça, ça ouvrait la porte à de l'inspiration, en fait. Inspirez-vous des gens qui voulaient montrer la force de rebond. C'est ça la résilience, la force de rebond qu'on a pour pouvoir traverser des épreuves de la vie. On est tous des résilients. Oui, bien entendu. Et encore plus dans ces périodes, quand on voit finalement l'énergie que les gens peuvent trouver au début du confinement, on voyait les gens qui se mettaient aux fenêtres, ces mouvements de solidarité absolument incroyables, des gens qui arrêtaient ce qu'ils faisaient pour se mettre à faire des masques, pour aider les autres, des entreprises qui se retrouvaient sans travail et puis qui changeaient totalement très rapidement de services ou de produits pour réinventer quelque chose de nouveau. Voilà, quelle preuve de résilience globale, je vais dire. Hein. Et aujourd'hui, on voit une résistance collective. Oui. Qui est extrêmement intéressante. Et comme tu dis, les gens deviennent solidaires, on se reconnecte à l'essentiel. Et quelque part, oui, ce qu'on traverse est une épreuve collective inédite, incroyable. Mais ici, tu vois, quand on souhaitait la bonne année, on disait tous « Oh, vivement, 2020 à la poubelle, etc. » Et effectivement, c'est une mauvaise année parce qu'il y a des gens qui ont souffert, parce qu'il y a des gens qui ont perdu leurs proches, parce que ça a été compliqué, notamment pour les commerçants, qui, au niveau de leur chiffre d'affaires, ça a été catastrophique. Il y a des gens qui ont tout perdu du jour au lendemain, le travail d'une vie. Donc moi, j'ai énormément de respect pour ces gens-là. Mais en même temps, je suis pas sûre que tout soit acheté non plus. Parce que là, de nouveau, voilà, ça a appelé une résilience collective qui est extrêmement intéressante. Et je pense que le processus est encore en cours. Et on va encore retirer le bienfait de ce chemin-là. Bien sûr. C'est vrai que souvent, on ne parvient à voir le positif que un temps donné après. Et donc, je pense que pour beaucoup de personnes, il va y avoir beaucoup de cicatrices, malheureusement, qui vont devoir prendre le temps de cicatriser. Et puis après, j'espère que la majorité de ces personnes pourront en tirer énormément de choses positives pour elles-mêmes et puis pour la société en général. Mais ce moment j'allais dire de souffrance quand on est dans la douleur est nécessaire aussi. Hein. Moi, je suis pas en train de prôner le positivisme à tout prix. Je pense que c'est important de voir des perspectives, regarder déjà les solutions, l'après, réfléchir à l'après. Mais quand on est dans le processus, c'est tout à fait légitime. On a le droit de se sentir mal. Donc, je suis pas ici en train de dire qu'on n'a pas le droit et qu'on doit déjà être en 2024. Donc, je pense que 2021 sera une continuité de 2020 et il y a encore énormément de choses à vivre et à évacuer avant d'aller vers peut-être un nouveau paradigme avec des choses très intéressantes et importantes pour la collectivité. Et c'est tout ce qu'on souhaite, que tout aille mieux pour tout le monde et tout aille bien pour tout le monde surtout. Je voyais un deuxième, ça m'a interpellé. J'ai vu en préparant l'enregistrement que tu t'es rendu avec une caravane sur la place de la Bourse de Bruxelles. J'ai vu que tu avais fait ça plusieurs fois à plusieurs endroits. J'ai trouvé ça très rigolo, très différent de ce qu'on peut voir d'autres. Comment ça t'est venu cette idée et puis comment ça se passe ? Alors ça, c'est mon côté un peu fou, totalement assumé.
c'est que à ce moment-là, j'étais pas seule sur ce projet, on était 3. On s'était rendu compte qu'il y avait énormément de citations sur la toile. Hein. D'ailleurs, ça continue un peu. Hein. Il y a des mouvements comme ça, et à un moment, voilà, on prenait, on était au niveau de la méditation. Voilà, on citait les grands penseurs. Et on s'est dit... Parfois même des citations qui sont fausses. Hein, quand on voit Franklin Roosevelt qui fait une citation en parlant d'Internet... et que certaines personnes repartagent sans parfois comprendre que c'est une blague. C'est vrai. Voilà, on peut aussi se poser des questions sur le recul. Oui, et c'est totalement vrai. Et donc, en plus, des fois, on ne met même pas les sources. On met la citation comme si elle nous appartenait. Mais bon, c'est pas le plus grave parce que c'est des belles phrases. Donc voilà, si elles peuvent aider, pourquoi pas. Mais on s'est dit, tiens, il y a énormément de citations et on a eu envie d'aller à la rencontre des gens. Pour aller chercher les pépites qu'ils avaient en eux. J'ai dit, mais si toutes ces citations qu'on prend des grands penseurs, peut-être qu'on peut aller à la récolte de citations populaires. Et donc, on a transformé une caravane en caméravane. Hein, on y a mis des GoPro. Vraiment, c'est un espace très cosy, très très petit aussi, en partenariat avec 7 grandes villes belges. On s'est positionné sur différentes places pour à Bruxelles par exemple, c'était place de la Monnaie. Ici, je me trompe, c'est place de la Monnaie, pas place de la Bourse. C'était place de la Monnaie. Là, à Liège, on était à la gare Guillemin. Voilà, on était à des places comme ça stratégiques. Et on a invité les gens, donc on en a fait la promotion, à venir partager leurs pépites. Et une pépite, c'était quoi? Ça pouvait être une citation qu'ils allaient nous expliquer. Pourquoi pas une petite histoire de résilience aussi? Ça pouvait être une anecdote optimiste. Enfin, tout ce qui les poussait à se lever le matin, qu'ils avaient envie de partager. Voilà, l'idée était aussi simple que ça. Et alors au départ, on s'est installé et les gens ont pris rendez-vous et ils venaient. Et ce qui a été extrêmement enrichissant dans cette aventure, c'est finalement encore plus que ces personnes qui avaient pris rendez-vous, c'est les personnes qui passaient tout à fait par hasard, qui étaient intriguées par cette caméravane et qui au départ croyaient que c'était un food truck pour certains. Alors qu'est-ce que vous faites ici? Et quand on expliquait, super, je veux participer. Et donc là, j'étais vraiment étonnée de voir avec quelle facilité les Belges pouvaient se retrouver comme ça dans un espace confiné face à une totale inconnue et raconter et partager comme ça des brides de vie, parce qu'on a tout eu. On a eu des rires, on a eu des pleurs, on a eu des éclats de rire, on a eu des personnes qui sont extrêmement seules, parce que la solitude en Belgique, elle est là, elle est palpable. C'était très 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 émouvant, ça a été une magnifique aventure et au final, on a récolté 120 pépites. Moi, 120 pépites qu'on a tombé diffusées. C'était un couple avec leur enfant et la dame raconte même des choses assez personnelles, qu'elle a subi une opération, que son compagnon l'a soutenue, avait très bien réagi et que finalement ça les a rapprochés, finalement ça a construit leur couple de cette manière-là. Ça m'a vraiment marqué cet épisode. Et si toi tu devais en ressortir un ou deux qui t'ont particulièrement marqué, auxquels tu repenses certainement fréquemment, qu'est-ce que ce seraient lesquels? Écoute, il y a eu de magnifiques rencontres. Je pense à Hugo Poliard, que tu connais peut-être, qui est notre monsieur du carnet, qu'on voit, dont je suivais le travail depuis un moment. Et lui, je lui avais envoyé un petit message en lui disant, t'as pas envie de venir nous partager un peu ta pépite? Et il est arrivé avec le carnet et il nous a expliqué, il est parti du tout va mal. Je sais plus quelle était sa phrase, je sais plus ce qu'il nous avait dit exactement. Mais c'est un très beau témoignage. J'ai eu Marlène Dorsena aussi qui a chanté. Voilà, j'ai eu aussi des personnes qui ont fait de la musique, qui sont arrivées avec leur guitare, parce que pour moi c'était une pépite aussi. Je trouve ça tout intéressant. Absolument, j'ai eu des rappeurs qui ont improvisé quelque chose. Il y a eu de tout. J'ai eu, comme tu dis, des familles entières avec les enfants, même quelquefois les tout petits enfants qui se mettaient à pleurer ou à rire. Donc tout était totalement improvisé à ce moment-là.
Et les histoires, comme je te dis, il y a eu des histoires évidemment, des histoires de résilience et des histoires un peu plus tristes, avec des personnes qui m'expliquaient à quel point ils étaient seuls et qu'ils étaient contents de partager ce moment avec moi et que je les écoutais tout simplement. Et puis des groupes de jeunes aussi. Ça m'a marqué. Des groupes de jeunes avec énormément d'espoir dans les yeux, qui parlaient de demain avec beaucoup moins de pessimisme que nous, les adultes, pouvons voir demain, parce qu'ils étaient en train de construire leur monde. Et m'expliquer à quel point les croyances étaient en train de bouger et que la vision que eux avaient du monde de demain et ce qu'ils comptaient faire, parce que je parlais évidemment beaucoup des projets personnels, des projets professionnels, ce qu'on faisait pour aller chercher la force, que toutes les personnes qui sont passées à la caméra van, s'ils pouvaient partager leurs petits secrets, leurs pépites, c'est aussi ça. Et oui, j'ai eu des véritables pépites. Des belles rencontres et des personnes avec qui je suis restée en contact. Je peux aisément l'imaginer. Moi, ce que j'en ai vu, j'ai pas vu tous les épisodes qui ont été publiés, mais ceux que j'en ai vus étaient vraiment très inspirants et très touchants. Donc, on a parlé, on fait dressé un panorama de Véro TV, des choses que tu fais. Quels sont tes projets à venir ? Est-ce qu'il y a des choses dont tu voudrais nous parler plus particulièrement ? Il y en a beaucoup. Moi, j'ai énormément de projets. J'essaie de me canaliser un peu, de me calmer pour pas partir dans tous les sens. Mais donc, comme on disait, il y a eu et à part ça va, c'était la première émission. Puis il y a eu Quelle est ta pépite ? Après ça, on a fait une capsule qui s'appelait Regard, en collaboration avec la Fondation Josepha. En fait, on mettait les personnes face au miroir et on leur posait la question, tous migrants et moi. Et toi, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça ? C'était aussi extrêmement intéressant parce qu'on voyait, finalement, ce qu'on a à dire par rapport à soi et la dimension de l'étranger. Je suis étranger pour les autres, peut-être que je suis encore étranger un peu pour moi, et je suis aussi migrant parce qu'on vient tous de quelque part. On a tous dû se déplacer à un moment ou à un autre. C'était intéressant, mais c'était un projet ponctuel aussi. Et maintenant, le futur de Véro TV, c'est évidemment continuer. Et à part ça va, ça reste l'émission phare. On fait énormément de live qu'on va reprendre maintenant. On en a fait beaucoup pendant le confinement, mais on va les reprendre maintenant. C'est plutôt des Facebook live, des Instagram live. Et il y a eu un bébé du confinement. Je pense qu'on en a tous peut-être un du confinement, quelque chose. Je pense que les projets se sont multipliés. Une des nombreuses choses positives qui en ressortira. Et nous, notre projet, ça a été Family. Et ça, c'est ce qui est comme sur le feu pour le moment. Family, c'est quoi ? Mais on s'est dit, tiens, on a été éloignés pendant ce confinement de nos proches et aussi de nos aînés. Et on se rend compte qu'on est non seulement interdépendants, mais que les aînés ne sont pas immortels, que personne n'est immortel d'ailleurs, mais qu'un jour, ils vont partir, et ils vont probablement partir avec leur histoire. Voilà. Et il y a des familles pour qui c'est plus facile de divulguer ces histoires, de parler des histoires de vie, parce que ils ont fait peut-être des biographies où il y a moins de pudeur, donc on a pu en parler. Et sinon, on n'en parle pas. Et on se rend compte que on a comme ça une conversation de temps en temps où notre gros-parent nous raconte ce qu'il a vécu, notamment pendant la guerre ou l'après-guerre, ou des choses même beaucoup plus proches, les choix de vie qu'il a fait, mais on ne connaît pas toute l'histoire. Or, l'histoire de nos aînés, c'est notre héritage. C'est notre héritage. Même le principal, oui. On le porte, et on le porte même malgré soi. Des fois, on porte un sac à dos qui nous appartient pas, mais on continue à produire des choses et on ne sait même pas pourquoi. Donc moi, je crois beaucoup en tout ce qui est transgénérationnel. Et donc, on s'est dit, mais on va proposer aux familles de raconter leur histoire. Et ça, c'est quelque chose qui directement, on a eu beaucoup de demandes, parce que les gens se sont dit, effectivement, sauf si on écrit un livre, s'il n'y a pas eu de livre dans la famille, si on n'a pas pris le temps, parce qu'aujourd'hui, avec un smartphone, on peut poser la question à son père, raconte-moi ton histoire et tout. Et si on voulait faire quelque chose, donc à l'image de Véro TV, donc vraiment proposer une capture professionnelle pour valoriser vos aînés. Et là, on parle du passé, on parle du présent, on parle du futur aussi. Et on fait comme ça des mini-documentaires qui sont, je pense, un trésor, un véritable cadeau pour la famille et à offrir aussi à sa famille, à ses frères et sœurs. Voilà.
Ça, c'est le projet actuel, le projet futur de Véro TV. Vraiment un super projet. Toute une richesse qui mérite d'être conservée et d'être racontée d'une manière ou d'une autre. Et Family, c'est ça, c'est à l'épuiser. Mais encore une fois, en respectant nos valeurs, qui sont les valeurs de base de Véro TV. On va pas violer les gens, on va pas aller dans le sensationnalisme non plus, mais on va quand même, leur inviter à nous raconter les faits marquants de leur vie et ce qui a justifié certains choix de leur vie. Et moi, j'ai toujours adoré interviewer les personnes âgées. J'ai toujours aimé ça. Mais si Family, c'est pas que les personnes âgées, en fait. Je peux décider, moi, maman, de 42 ans, de déjà raconter mon histoire jusqu'ici pour mes enfants. Voilà, donc on peut très bien interviewer une personne comme toi, jeune papa de 2 enfants, etc. Donc voilà, c'était l'idée et c'est en train de bien prendre. Je pense que les gens ont envie de se raconter de plus en plus. Bien entendu, je pense que la période incite encore un peu plus à se poser ces questions essentielles. Je passe à la deuxième partie de l'épisode avec une question, comme je te le disais, c'est une suite de questions un peu plus structurées, mais finalement, qu'est-ce que ça t'apporte, tout ça ? Je te disais tout à l'heure, moi, j'ai besoin de savoir pourquoi je me lève le matin. Je suis animée par le sens, fondamentalement. D'ailleurs, je donne des formations à des jeunes entrepreneurs et souvent je leur dis revenez sur votre mission, votre vision et vos valeurs régulièrement. Parce que c'est ça qui va vous permettre de rester aligné. Et moi, ce que ça m'apporte, c'est ça. C'est de rester aligné, de rester connecté aux gens. J'aime les gens et à travers ce projet, je me nourris de rencontres, je me nourris d'expériences et j'apprends. Et je dis toujours, on ne sait pas qui va apprendre de qui. C'est pour ça que j'essaye de rester disponible aussi. Des fois, on me dit, quand on m'envoie des messages, je signe Véro, on me dit « Ah, c'est vraiment toi, tu réponds comme ça à tous les messages, malgré la grosse communauté que tu as. » Je dis « Mais oui, évidemment que c'est moi. » Et je continuerai toujours à prendre le temps, même si je réponds 2 heures après, 2 jours après, 2 semaines après, mais je réponds aux gens. J'ai besoin de cette connexion-là avec les gens. J'aime l'autre, je me retrouve en l'autre. C'est pour ça qu'on a joué aussi avec l'effet miroir. On n'est pas tout seul. Moi, ce que ça m'apporte, c'est ça. C'est de rester, c'est de continuer à apporter du sens à ce que je suis venue faire ici. Voilà, c'est un petit peu philosophique, mais c'est ça. C'est parfait comme réponse. C'est vraiment, je pense, inspirant et ça nous rappelle tous que c'est très important d'être connecté à ces valeurs intrinsèques, à ce qui nous compose. Seconde question, si tu pouvais recommencer, est-ce que tu changerais quelque chose ? Non, rien du tout. Si je pouvais recommencer d'un point de vue professionnel, certainement rien, parce que chaque chose aujourd'hui est le résultat de ce que je suis. Je suis loin d'être parfaite, mais en tout cas, j'arrive à composer avec ce qui m'a été donné, et j'ai l'impression, en tout cas, ça dépend des jours, mais je me sens en tout cas épanouie. Donc ça, je changerai pas. Au niveau personnel, oui, forcément, il y a des choses que tu dis que tu ferais autrement. Moi, j'ai perdu mon père très jeune, donc ça va faire 20 ans ici, le 17 qu'il est parti, et là, forcément, on se dit, il faut pas parler de regrets, mais on se dit, voilà, on aurait voulu communiquer différemment. On est d'une famille où il y avait énormément de pudeur. On était 7, donc la communication était moins directe avec mon père. Moi, je le vouvoyais, tu vois, c'est toutes des choses que, avec du recul, j'aurais voulu faire autrement, mais au fond, eux m'ont inculqué ce qu'on leur avait inculqué à eux. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de faire avec ce bagage-là, mais d'ajuster les choses pour mes enfants. Et donc, le fait d'être maman me permet de transmettre la richesse qui m'a été transmise et peut-être d'ajuster ce qui a lieu de l'être. Mais sinon, je changerai rien, non. Mais il me semble qu'il y a une question que tu poses souvent aux autres. Donc, pour toi, quelle est ta définition du bonheur ? Alors, je vais te répondre avec la plus belle réponse que j'ai eue. Toutes les réponses ont été super belles, mais on va dire que c'est celle qui m'a le plus touchée personnellement, peut-être parce qu'elle fait écho à mon histoire aussi, mais c'est l'équilibre. Voilà.
Aussi simple que ça. Tout est une question d'équilibre. Moi-même, je n'avais pas de définition du bonheur. Et peut-être qu'en posant cette question systématiquement aux gens en fin d'interview, je recherchais la mienne. Et le jour où quelqu'un m'a dit que pour elle, c'était l'équilibre, j'ai dit, mais c'est tout. Il faut pas chercher plus loin. Il faut juste trouver le bon équilibre pour être bien. Mon père nous disait toujours, en portugais, tu dis demais faz mal. Ce qui est trop fait mal. Donc il faut juste trouver la bonne dose pour être bien. Et ça, c'est un chanteur qui s'appelle Gilles Semedo, que j'aime beaucoup, un chanteur capverdien, qui a traversé une épreuve incroyable, qui m'a dit ça un jour et je me le suis approprié. Ça m'inspire beaucoup parce que finalement, je crois que quand on accepte d'être un équilibriste, on vit beaucoup mieux. Que les choses peuvent aller d'un côté ou de l'autre, mais qu'important c'est de rester, on va dire, sur sa ligne, en accord avec ses valeurs. Je rebondis, ça répond à ce que tu disais tout à l'heure, en accord avec les valeurs, oui, en équilibre. C'est ça, et puis arrêter peut-être de chercher une certaine perfection qui, on sait, n'existe pas et qui nous fait perdre énormément d'énergie aussi. Absolument. Est-ce qu'il y a des modèles qui t'ont inspiré ? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, tu en veux combien ? 2, 3, 4 ? Allez, mettons, les principaux. Ouais, les principaux. Ouais, c'est dur de faire une sélection, donc on accepte que c'est dans le désordre, c'est selon l'inspiration du Allez, jour. je vais t'en donner 2. Je vais te donner un modèle féminin, un modèle masculin, comme ça on équilibre les choses, on est bon au niveau des genres. Alors, le modèle féminin, il va pas être très original, mais forcément, c'est quelqu'un qui dans l'action, la poigne, la manière dont elle mène sa barque me parle beaucoup, c'est Oprah Winfrey. Voilà, une résiliente, une résiliente incroyable qui en a fait une force, qui est aujourd'hui une femme des plus puissantes du monde, qui avait ce talk show et qui était complètement, c'est une actrice aussi mais elle déjà, elle m'a énormément inspirée parce qu'elle a eu des personnes de tous les horizons, de tous les bords et des personnes des fois des présidents et justement elle s'intéressait à l'homme ou à la femme plutôt que de s'intéresser justement à ce qu'il faisait et ça m'a énormément inspirée. Donc il y a Oprah Winfrey évidemment. Alors en tant que modèle masculin, je vais prendre quelqu'un de plus proche de nous, c'est Mark Vossen, que tu connais peut-être. Mais non, figure-toi. Alors tu dois l'inviter, c'est une personne que tu dois inviter absolument parce qu'il mérite le respect, vraiment. Alors Mark Vossen, c'est le CEO du groupe N Group en fait. Le N Group, ça regroupe Énergie, Nostalgie et Chérie FM. Et il vient d'ailleurs de sortir un livre qui s'appelle Balancer vos ondes positives, qu'il a fait avec Valérie Malice, je pense. Je te donnerai les références. Avec plaisir. Et il y raconte notamment comment il est passé du statut de leader omnisachant, c'est le terme qu'il utilise, à un leader qui est dans l'écoute consciente de son personnel, de ses équipes, et qui est totalement connecté. Je pense que c'est une des seules rédactions où tu vas trouver un espace de méditation. Déjà, et on me dit de sources sûres, je sais que Marc passe très régulièrement à la machine, à l'imprimante, regarder les flash infos, ce qui fait très attention aux mots que les journalistes et que les animateurs utilisent, parce qu'ils considèrent que ça a un impact sur les auditeurs et que c'est extrêmement important. Et je lui donne totalement raison, parce que bien s'informer, c'est comme bien se nourrir, hein. Ça a un impact sur le mental, sur le moral aussi. Et donc lui veille à ça. Et ce que j'aime, pour moi, il le sait pas, mais je le considère un peu comme un mentor. Ce qui m'inspire chez lui, ce que je trouve vraiment incroyable, c'est que c'est quelqu'un, malgré ses responsabilités, qui trouve le temps chaque mois de recevoir quelqu'un différent pour l'écouter et l'aider à réaliser ses rêves. D'ailleurs, quand tu lui poses la question « Quel est ton rêve ?», il te répondra « Mon rêve est d'aider les autres à réaliser ses rêves ». Et donc, il prend le temps comme ça pour des étrangers, il les écoute. Et chaque mois, il a quelqu'un comme ça qui vient lui exposer « Voilà où j'en suis et comment tu peux m'aider ». Et il fait appel à son réseau pour aider la personne. Voilà. Là, c'est une sacrée mission.
Ouais, c'est Marc Vossen, oui. Franchement, si tu as l'occasion de l'avoir ici un jour à ma place. Ce sera. Je te demanderai de nous mettre en relation pour pouvoir l'inviter. Mais waouh, chapeau. Très, très intéressant. Est-ce qu'il y a une citation qui te motive au quotidien? Voilà, je vais pas être très originale non plus, Je vais te citer Mark Twain, alors que je pourrais prendre une pépite. J'aurais pu prendre une pépite. Oui, mais moi, celle qui m'accompagne depuis toujours, c'est ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Oui, mais c'est une très, très belle citation. Oui. Voilà. Donc, tu as cité Marc Vossen, que je vais vraiment vouloir inviter ardemment. Mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'inspirent par leur action concrète et qui, à ton avis, auraient aussi leur place dans cette émission? Mais il y en a partout. Tiens, on va sonner en face, à mon avis, on va voir quelqu'un. Non, il y en a partout. Des personnes que moi que j'ai interviewées ou qui, pour l'instant, je me dis waouh. Mais tiens, je citais le livre de Marc Vossen qui est des éditions L'attitude des héros. Oui. Donc ça me fait penser à Fred Colantonio. Oui, je connais très bien. Ah voilà. À mes tout débuts, j'ai travaillé avec lui. Voilà, mais Fred que tu connais, donc tu sais qu'il mérite le respect. Oui, Fred qui est criminologue de formation, aujourd'hui auteur, conférencier, et je pense qu'il dit qu'il aide les entreprises en transition. J'espère qu'il va pas m'en vouloir que je l'ai bien présenté. Et Fred, j'ai eu l'occasion de l'interviewer quand il a sorti son livre sur le rebond, l'échec. Oui. Rappelle-moi le titre du livre parce que je vais dire Rebondir sur l'échec. C'est ça, Je pense bien que c'est ça, mais il va nous en vouloir parce qu'on va se tromper sur le titre. Mince, ça me revient pas. En tout cas, j'ai bien cité son nom parce que généralement on écorche son nom, donc il m'excusera pour le titre du livre, mais je pense que il y a rebondir dedans. C'est un livre sur l'échec. Donc je l'ai interviewé. D'ailleurs, les auditeurs trouveront plusieurs épisodes avec Fred Colantonio sur Vero TV, quelqu'un de très 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 inspirant. Ce que j'aime beaucoup chez Fred, mais tu le connais, donc tu vas pouvoir me dire ton avis. Mais moi, il me fait rire parce que comme il a l'art et ça lui vient sans doute de sa formation de criminologue, mais il a l'air de décortiquer comme ça la société. Et tu sais, il y a des mouvements, il y a des choses qu'on fait tous à un moment donné, comme on parlait des citations tout à l'heure, et lui, il va un peu déconstruire ça et donner son avis. Et il me disait d'ailleurs, tu sais, à un moment, on disait tous rechercher la meilleure version de vous-même. Il dit, mais on n'est pas des logiciels, Voilà, il me fait beaucoup rire. Et oui, c'est quelqu'un que j'inviterais à votre place. Donc il y a Fred. Je pense à quelqu'un qui m'inspire beaucoup pour le moment. C'est Assa Traoré, qui elle est en France. Alors on pourrait dire que parce que votre objectif, c'est visibiliser des gens qui ont des actions, qui ont des impacts positifs, c'est ça. Et alors, on pourrait croire que son action directement n'est pas forcément positive, puisque c'est une militante et qu'elle... donc, pour rappel, pour les auditeurs, Assa Traoré est la sœur d'Adama Traoré, qui avait été assassinée en 2016, je pense, suite à une interpellation musclée. En France, et donc évidemment elle se bat contre les violences policières, c'est une lutte antiraciste, disons-le clairement, mais je trouve que ce qu'elle fait est très positif dans le sens où elle ouvre la porte. Déjà elle ose, elle parle. Souvent ces sujets-là, quand on les aborde sur des plateaux de télévision, notamment en France, on est quand même dans un gouvernement de droite mené par Emmanuel Macron, où les choses sont quand même actuellement assez rigides. Elle ose aller dans les plateaux télé, dénoncer ça, et surtout le fait qu'elle soit africaine, et qu'elle puisse en parler avec toute son intelligence, sa justesse. Je trouve que ça donne beaucoup d'espoir aux générations futures, parce que généralement, les personnes qui parlaient de ces sujets-là, c'est des personnes qui n'étaient pas directement concernées. Donc je trouve que Assa Traoré vaut le détour. Et alors un petit dernier que vous pourriez inviter ici, je me suis dit Fred Colantonio, Assa Traoré. Il y en a tellement. Je t'enverrai. Je peux t'envoyer toute une liste. Absolument. Ah, mais attends, et quand même, je vais t'en citer un dernier, et ça sera super long, cette interview à cause de moi. Non, mais il faut inviter New Six. Il faut inviter Yasmine Boudaka. Yasmine Boudaka est la coordinatrice de New Six, qui est une association qui prône pour le journalisme constructif, dont je fais partie. Voilà, on n'en avait pas parlé, c'était dans mes notes, on n'en a pas parlé. Voilà, et New Six sensibilise les rédactions belges à pratiquer du journalisme constructif, c'est-à-dire
raconter toute l'histoire, the full picture. Parce que ce qu'on dit aux gens, c'est que quand on se concentre uniquement sur ce qui ne va pas, on se concentre uniquement sur une partie de l'histoire. Et donc, aller au-delà du constat et ouvrir, comme je disais tout à l'heure, une fenêtre vers des perspectives, voire des solutions. En France, on parle d'ailleurs de journalisme de solutions. Nous, on a préféré le terme constructif pour sortir un peu de cette information qui est anxiogène, disons-le. En tant que journaliste, on a une responsabilité, on agit on influence l'opinion publique, et donc faire attention au choix des mots aussi qu'on peut utiliser. Je disais tout à l'heure que pour Marc Vossen, c'était important, mais ça fait partie des valeurs qu'on prône, être dans un journalisme conscient. Donc, oui, Yasmine Boudaka. Ok, c'est noté. Communicante, journaliste, web TV. 2 enfants, certainement des loisirs et d'autres choses. T'as une vie palpitante. Hein. Je sais pas comment tu fais pour tout faire, mais est-ce que pour t'aider au quotidien, tu as des routines ou des choses qui te motivent, hein. Certains font de la méditation, de la course de fond, du ski en raquette ou des choses comme ça. Mais est-ce que toi, il y a des choses finalement ou des routines dans ton quotidien qui te permettent de faire tout ça? Elle est amusante ta question parce que justement, tu sais, on a toujours ces résolutions début d'année et moi, une de mes résolutions, c'était d'en avoir le moins possible, de moins en moins. Pardon, parce que j'ai envie de vivre, tu vois, et que je m'impose déjà tellement, j'aime ce que je fais, mais voilà, ça demande quand même une certaine organisation, une certaine rigueur, pour être sur autant de fronts, qu'à un moment, j'ai envie de lâcher prise, tu vois, et de me dire, voilà, je vais arrêter de me fixer des objectifs. Ceci dit, maintenant, ces objectifs, je me les fixe à 3 mois. Plus à 1 an, tu vois. Avant, je me fixais des objectifs annuels. J'arrivais en janvier, je dis d'ici décembre, je dois avoir fait ça et quels sont les moyens pour y arriver, etc. Je suis très orientée résultat, hein. Malgré mon côté, je suis quelqu'un quand même très orienté résultat. Et aujourd'hui, je le fais à 3 mois parce que ça me permet d'être plus indulgente aussi, de tenir compte des changements qu'il y a en cours, donc des circonstances. Et donc, ça me va mieux de fixer les objectifs à 3 mois, d'évaluer les choses et puis de laisser tomber en cours de route des choses que finalement j'avais visées mais qui font plus sens pour moi, pour d'autres, etc. Donc ça, c'est une des choses que j'essaye de faire. Une autre routine. Oui, avant j'avais une phrase qui m'accompagnait et qui m'a un peu détruite, qui fait que j'ai eu cette épreuve en 2013, c'est tu fais les choses à fond ou tu ne les fais pas. Et ça, j'ai arrêté. Avec l'âge, j'ai compris qu'on pouvait échelonner. Tu vois, faire ça à 10%, ça à 25%, ça à 20%. Je vais m'arrêter là, sinon je vais pas arriver à 100% et le compte sera pas bon. Moi, je suis littéraire, je sais pas calculer. Et donc, et donc ça, j'essaye de faire. Oui, j'essaye de me dire que je dois mettre l'énergie qu'il faut par action et que je dois pas tout faire à fond. Et je pense que ça, c'est quelque chose que tu apprends en tant qu'entrepreneur. Bien entendu. On t'apprend à être efficient, à agir là où ça fait la différence. C'est la fameuse loi de Pareto, 20% pour 80% de résultats. Moi, c'est une phrase qui m'a beaucoup aidé dans mon parcours à moi et au quotidien pour gérer les personnes avec qui je travaille. C'est better done than perfect. Ah oui. Parce qu'à un moment donné, moi, j'ai une formation de graphiste. Et on a toujours l'envie que le moindre pixel soit bien placé et c'est quelle énergie et quel temps ça peut prendre. Alors qu'à un moment donné, il faut que les choses sortent et avancent. Ça, si moi je peux partager quelque chose qui, pour moi, peut aider les autres, c'est arrêter d'essayer que tout soit parfait. Faites des choses, sortez-les. Oui, et puis on est à une ère de prototype aussi. Aujourd'hui, on doit prototyper en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire on doit tester, on doit arrêter. D'ailleurs, si on voit sur les réseaux sociaux, tu es dans le domaine du web, donc c'est quelque chose que je vais pas t'apprendre, mais c'est vraiment ça. On teste, on regarde si ça marche, et puis en plus ça évolue très très vite, et puis on fait autre chose. Donc il ne sert à rien, à mon sens, de vouloir. Moi, notamment sur les projets que je fais, j'ai arrêté de me dire qu'il fallait que j'ai le pilote parfait avant de lancer l'émission. Non, on teste et puis on ajuste en cours de route. Des fois, on laisse tomber. Et choisir, c'est renoncer, c'est comme ça. Tout à fait. Dernière question de l'épisode. As-tu un livre, un podcast ou une émission que tu pourrais recommander à nos auditeurs ?
Alors, il y en a beaucoup, des livres, mais je vais te parler d'un livre qui m'a beaucoup plu ici pendant le confinement. C'est Factfulness. Factfulness de Hans Rosling, qui lui était chercheur de l'Organisation mondiale de la santé. Donc aujourd'hui, il est décédé, mais c'est quelqu'un qui a fait aussi beaucoup de conférences TEDx sur le sujet. Et en fait, il parle de la représentation qu'on a du monde. Et donc, aujourd'hui, on a une représentation du monde qui nous est notamment soufflée par les médias, qui jouent un rôle, on vient de parler du journalisme constructif, qui joue un rôle important, par nos croyances aussi. Et il montre dans le livre, à travers des sondages qu'il a fait aussi à travers le monde, à quel point, si on se tenait aux faits, on se rendrait compte, en fait, que la réalité est beaucoup moins morose qu'on ne croit. Parce qu'on pourrait avoir envie de tout envoyer bouler quand on s'arrête à sa perception du monde, la représentation qu'on a du monde, alors que dans les faits, il a fait par exemple des enquêtes sur, selon toi, quel est le pourcentage de jeunes filles dans les pays en voie de développement qui terminent les primaires, selon toi? 30%, 60%, 10%? J'aimerais 100%, mais c'est pas ça. Donc je dirais malheureusement, oui, moins de 30%. Eh ben c'est 60. 60, voilà. Tu vois? Et ça, c'est intéressant parce qu'alors il montre justement, il fait une comparaison entre les différents pays et on voit les pays qui ont une vision plus pessimiste, plus par rapport à l'évolution de l'extrême pauvreté aussi. L'extrême pauvreté a diminué de moitié et on voit que toutes les personnes qui ont répondu disaient que ça avait doublé. Tu vois? Parce qu'on ne se tient pas aux faits. Donc je trouvais ça intéressant. Évidemment, ça vient titiller aussi ma curiosité de journaliste. Et bon, nous on est drillés aussi pour aller chercher les sources, vérifier les sources. Donc quand on a une information, on va la vérifier et on essaye de pas dire trop de bêtises en tout cas. Et donc ce livre m'a énormément plu. Voilà pour un livre, Factfulness. Podcast, j'ai un podcast aussi que je peux partager avec vous, c'est Confidence sur la cuvette. Ah tiens, je le connais pas. Alors c'est un podcast qui invite les gens à répondre à des questions à partir des toilettes. Et donc quelque part, c'est super intéressant parce que les gens sont dans un espace complètement inattendu, intime, inhabituel, intime, et on entend cette voix qui se raconte. Enfin, j'adore. Voilà. Okay, Confidence sur la cuvette. Je vais aller l'écouter. On est arrivé au bout de l'épisode. Alors, en temps normal, c'est des choses qui vont arriver. Comme on te l'avait expliqué, comme on l'a expliqué à nos auditeurs, Respect vise à mettre la lumière sur des personnes pour leur action positive. Si on t'a invité, c'est parce qu'on pense, et tout ce que j'ai entendu pendant l'épisode me confirme dans cette idée que il était nécessaire de t'inviter pour te remercier pour tes actions positives, et la manière dont on a choisi de le symboliser est en offrant un polo à nos invités. C'est un polo qui ne s'achète pas, qui se mérite. Mais moi, je l'achète volontiers pour vous soutenir. Non, on y tient. C'est notre manière de participer et de soutenir les actions positives. À ce jour, nos polos sont pas encore prêts. Le confinement nous a pas aidés. Je te passe sur comment se fournir du tissu en Europe avec, bien entendu, certaines valeurs à mettre. Vous essayez de faire ça de manière éthique. Bravo. Et c'est pas simple pour le moment, donc on a pris du retard là-dessus. Mais on a trouvé des solutions et ces polos vont arriver. Donc bien entendu, on n'oubliera pas le polo de Véronica. On te l'enverra ici on est à Braine-le-Château, toi à Tubize, donc on viendra te le remettre. Ce sera l'occasion de se revoir. Et on se reverra à ce moment-là. Si tu veux bien, on prendra à cette occasion une ou deux photos avec le polo pour pouvoir le partager sur nos différents réseaux et échanger avec nos auditeurs. Dans tous les cas, je voulais te remercier de t'être prêté au jeu du podcast. Et j'espère que nos auditeurs prendront autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à l'enregistrer. Merci à toi. Donc je vous souhaite à tous une très très bonne journée et à très bientôt. À bientôt Véronica. À très bientôt. Et respect à vous pour cette magnifique initiative.
Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager à 3 personnes. Et surtout, laissez-nous une note, 5 étoiles et un commentaire positif. Ça aide ce podcast à être plus visible. Pour être informé des prochains épisodes, abonnez-vous. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. À très bientôt. Salut.